Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Christophe et notre stagiaire Emma qui est en stage de Master 2 et moi-même Alba Meyer qui suis en postdoctorat ici dans l'unité. Ce qu'on va vous proposer, c'est une première présentation d'une vingtaine de minutes où je vais dans un premier temps vous faire quelques rappels, quelques généralités sur les cyanobactéries et ensuite vous parlerai assez rapidement des résultats préliminaires issus de l'étude cherchant à faire un état des lieux de la distribution spatiale des cyanobactéries benthiques en France métropolitaine. Donc dans les plans d'eau et dans les cours d'eau. Donc quelques rappels sur les cyanobactéries, des micro-organismes apparus il y a peut-être 3 milliards d'années. Ce sont des micro-organismes qui sont proches des bactéries et donc qui font de la photosynthèse pour se développer. Donc ils ont des pigments chlorophylliens comme la chlorophylle A qu'on retrouve chez les végétaux. Donc on a effectivement donc, des producteurs primaires. Dans certaines études, ces cyanobactéries sont considérées comme étant à l'origine d'une grande partie de l'oxygène atmosphérique lors de l'événement d'oxygénation de l'atmosphère. Et donc ce sont des taxons qui ne possèdent pas que la chlorophylle A comme pigment photosynthétique, mais possèdent d'autres pigments comme la phycocyanine, ce qui leur donne cette couleur bleue, d'où le nom de cyanobactéries, ou aussi des pigments de couleur rouge comme la phycoérythrine, qui peut leur donner donc cette couleur. Dans la classification, on va les retrouver généralement classés dans la classification plutôt côté bactéries, mais selon les botanistes, parfois côté plutôt règne végétal. Et en termes de dénomination, c'est un peu varié, ça va dépendre ça a surtout varié par le passé, on parlait d'algues bleues, on parle de cyanophytes, de cyanophycées, donc algues bleu-verte, mais de manière générale, de nos jours, on parle donc bien de cyanobactéries. Et j'ai mis un exemple ici de cas de consommation humaine, on retrouve souvent les spirulines dans la consommation humaine, comme additif alimentaire par exemple. En termes de diversité de répartition, les cyanobactéries, c'est à peu près 5000 espèces réparties dans à peu près 900 genres, qui aussi bien en milieu d'eau douce qu'en milieu marin, mais aussi on a aussi quelques formes terrestres. On a souvent dans nos jardins la présence de colonies de nostocs lorsque les conditions sont optimales, lorsqu'on a des conditions assez humides et des pluies importantes. Ce sont des taxons avec des formes très diversifiées. On a des taxons qui peuvent être unicellulaires, on a des taxons coloniaux et aussi des taxons qui forment des filaments. Donc cette grande diversité de formes, ça va aussi leur permettre une grande adaptabilité aux différents milieux humides et aquatiques. On va retrouver ces cyanobactéries dans des eaux thermales, dans des eaux froides, dans des eaux douces, voire des eaux salées. Une autre de leurs caractéristiques, on va retrouver deux principales formes de vie. On a les formes benthiques qui vivent au fond des cours d'eau ou des plans d'eau. On va souvent les retrouver dans des communautés, dans le phytobenthos. On va aussi les retrouver vivant dans la colonne, donc on va parler de phytoplancton et donc de formes planctoniques pour les cyanobactéries. Ces cyanobactéries, donc, elles peuvent vivre en symbiose avec de nombreuses autres espèces. On va retrouver des éponges qui vont avoir une coloration verte parce qu'elles sont colonisées par des cyanobactéries. On va retrouver aussi des cyanobactéries en symbiose avec une fougère aquatique qui est l'azola. Parce que ce sont des cyanobactéries qui ont fixé l'azote pour celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. On les retrouve aussi en symbiose, par exemple, avec des champignons dans les lichens. En termes d'écologie, les cyanobactéries en écologie, sont des taxons très ubiquistes qui nécessitent de manière générale peu d'éléments pour croître, que ce soit en termes d'eau, en termes de nutriments, en termes de gaz carbonique ou en termes de lumière. Mais on observe quand même des préférences pour des milieux avec des eaux assez chaudes, peu turbulentes. De manière générale aussi, ce sont des taxons très compétitifs grâce à différentes caractéristiques. Elles présentent certaines cellules spécialisées, certaines résistances, par exemple à la dessiccation, on a des formes de résistance qui permettent de résister à la baisse du niveau d'eau, voire à les périodes d'étage ou d'assec très, très marquées. Et on a des taxons qui se développent principalement en période, donc lorsque les températures sont élevées et la disponibilité de la lumière élevée, donc à l'été et à l'automne. Donc ici en bas, on vous a remis un graphique très synthétique et très simplifié de l'évolution du débit de la température de l'eau au cours du temps. Et on peut voir que les cyanobactéries benthiques, on va surtout les observer donc l'été, lorsque les conditions de débit sont au plus faibles après les dernières pluies printanières. On est en conditions d'étiage avec des lames d'eau plus faibles, des vitesses de courant plus faibles aussi, et aussi donc une disponibilité de la lumière et une température de l'eau qui sont plus importantes. Donc là, c'est la période optimale pour le développement des cyanobactéries benthiques, qui par la suite, lors de la sénescence, peuvent former des flocs, et ça j'y reviendrai après. En termes de caractéristiques des cyanobactéries, on a cette production de métabolites qui va être différente en fonction des conditions, en fonction des genres, en fonction des formes de vie.
Et donc, elles peuvent produire, ces cyanobactéries, différents métabolites. On a des métabolites odorants, comme le MIB, le méthylisobornéol et la géosmine. Mais surtout, ce qui est problématique, c'est ces métabolites qui peuvent être toxiques pour une quarantaine de genres de cyanobactéries. Et donc, on va parler de cyanotoxines. Donc, ces cyanotoxines sont très diverses. Mais le souci, c'est que les mécanismes et les facteurs de production restent quand même, de manière générale, insuffisamment connus. On a quelques études sur certains taxons qui montrent, par exemple, qu'on a plus de production de cyanotoxines en période de croissance exponentielle ou éventuellement lorsqu'elles sont en compétition avec d'autres taxons. Ces cyanotoxines peuvent être libérées dans le milieu à la mort des cellules, lors de la sénescence des cellules, et donc provoquer différents impacts toxiques sur les organismes, dont l'être humain. Ces molécules peuvent avoir des impacts sur le foie, donc c'est les hépatotoxines. On a aussi des neurotoxines qui vont impacter le système nerveux, voire la peau, donc les dermatotoxines et éventuellement la reproduction, comme la microcystine. Donc là, deux exemples en bas de cyanotoxines régulièrement suivies dans les plans d'eau, entre autres. On a par exemple la microcystine et la toxine A. Le souci avec les cyanobactéries, et ça ne va pas concerner toutes les cyanobactéries, heureusement, c'est les problèmes de prolifération. Une prolifération, donc pour les cyanobactéries, c'est lorsqu'on observe une dynamique très rapide, une forte biomasse produite, et généralement aussi c'est corrélé à la dominance par seulement un ou deux genres. Le problème de ces proliférations, c'est comme on vient de le voir, les cyanobactéries peuvent produire des toxines, et donc on peut avoir des problèmes de toxicité liés à cette prolifération. Autre problématique liée aux proliférations, effectivement, comme le disait Henri, c'est les problèmes autres liés à les manifestations visuelles. On a l'accumulation de ces colonies qui se dégradent, donc des problèmes de mauvaises odeurs, ainsi de suite. Ces proliférations aussi sont assez variables, que ce soit des proliférations permanentes, ponctuelles, rares ou fréquentes, et ça va dépendre des sites et de leurs conditions. De manière générale, on va considérer que ces proliférations sont relativement imprévisibles, même si on a connaissance de quelques facteurs qui vont être à l'origine de ces proliférations ou les favoriser. Parmi ces facteurs, on trouve tout ce qui est nutriments. Alors, là, c'est un schéma très très simplifié, mais donc, si on parle d'un écosystème, on a une diversité nutritive et une alimentation équilibrée. On va avoir un écosystème qui peut être dans un bon état écologique et en bonne santé, comme notre cher Astérix. A l'inverse, si on est dans un écosystème avec des charges trophiques très importantes, une eutrophisation des milieux, et donc une alimentation, on va dire, déséquilibrée, on va se retrouver plutôt avec un obélix et des problèmes de prolifération de cyanobactéries. Il y a ici un exemple avec une photo de Lydie Riera. Donc là, tout ce qu'on voulait mettre en évidence, surtout, c'est ces problèmes d'eutrophisation des milieux, parce qu'on a une prolifération de cyanobactéries qui peuvent être favorisées par l'abondance des nutriments, en particulier le phosphore, et surtout le phosphore, mais pas que, on a aussi les problèmes liés à l'azote. Et éventuellement des proliférations lors de phénomènes de manque d'azote. Ces proliférations, donc elles sont favorisées par la trophie des milieux, par donc la richesse nutritive en nutriments dans les milieux, mais elles peuvent être aussi aggravées par d'autres caractéristiques des milieux ou d'autres phénomènes. On a les conditions météorologiques, ça c'est assez attendu, parce que c'est ce que je disais avant, on a des taxons qui aiment les luminosités importantes et les températures élevées. Donc ces lumières importantes, ces températures élevées peuvent favoriser les proliférations de cyanobactéries. On a aussi les facteurs hydrologiques, c'est ce que je disais avant. On a plus de développement de cyanobactéries lorsque les vitesses du courant sont, enfin de bactéries benthiques, lorsque les vitesses du courant sont faibles et stables, et aussi lorsque la lame d'eau est plus limitée, donc ça permet aussi une meilleure pénétration de la lumière. Les proliférations de cyanobactéries peuvent aussi être aggravées par leurs propres caractéristiques aux cyanobactéries. La morphologie de ces proliférations de ces colonies fait qu'elles vont être aussi difficilement consommables par différents taxons, que ce soit ça peut être différents planctons, différents macro-invertébrés benthiques. Et donc cette consommation difficile fait qu'elles vont pouvoir se développer plus facilement parce qu'elles n'auront plus de consommateurs secondaires. On a aussi donc la production de toxines, j'en ai déjà parlé, ce qui rentre en compte dans le phénomène d'aéopathie. Alors l'aéopathie, c'est quoi? C'est lorsque les taxons vont libérer dans l'environnement différentes toxines afin d'entrer de manière simplifiée en guerre chimique avec les autres taxons, afin de se favoriser.
et que les autres taxons rentrent en sénescence ou disparaissent. On a aussi des cellules spécialisées qui vont permettre aux cyanobactéries d'être relativement compétitives pour les nutriments. On a aussi leur capacité des cyanobactéries à faire des réserves nutritives. Et en plus, on a donc ces pigments accessoires qui leur permettent une meilleure adaptabilité aux conditions de lumière. Et pour finir, en plus de tout ça, on a effectivement le changement climatique, où là on émet l'hypothèse que l'augmentation des températures et les étiages plus prononcés l'été, voire la baisse des niveaux d'eau, vont favoriser encore ces proliférations de cyanobactéries. On peut aussi émettre l'hypothèse que l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes en relation avec le changement climatique, l'augmentation des pluies importantes, de crues, l'augmentation de la vitesse du courant pourrait être justement défavorable aux proliférations. Donc là encore un peu d'études à mener. Les proliférations, ils en ont déjà parlé, effectivement, peuvent avoir des impacts sur la biodiversité benthique. Comme je l'ai dit, on a effectivement des impacts au niveau des consommateurs. Ce qui peut provoquer, par effet bottom-up, des appauvissements des états supérieurs dans les réseaux trophiques. On a aussi des problèmes liés à la sénescence des cyanobactéries. Lorsqu'on a une prolifération de cyanobactéries, on a beaucoup de matière organique qui est produite par ces cyanobactéries. Lorsque cette matière organique va se dégrader, on va observer une oxydation de cette matière organique, ce qui peut provoquer en relation un déficit en oxygène dissous. Donc ce qu'on va pouvoir observer en conséquence, c'est dans les plans d'eau, un oxyde de fond, et éventuellement en relation à cet anoxyde de fond, un relargage sédimentaire, par exemple du phosphore, qui est favorisé par cet anoxyde. Ce qui peut encore provoquer par la suite une eutrophisation du milieu et donc encore d'autres proliférations. On a donc les impacts toxiques sur la faune, des problèmes de mortalité chez les poissons, chez les oiseaux, que ce soit de manière directe ou indirecte via les réseaux trophiques. Et aussi des problèmes d'impact toxique sur les animaux, comme les animaux de compagnie, donc les chiens par exemple. Et aussi les vaches, lorsqu'il y a des problèmes d'abreuvement et de bloom au niveau des eaux. Un point particulier sur les cyanobactéries benthiques, cette formation et cette dérive des flocs. Alors, qu'est-ce qu'un floc? Alors, un floc se développe lorsqu'on a une colonie benthique qui prolifère, et lorsque les conditions sont réunies, cette colonie benthique va se décrocher et former des flocs. Ces décrochages peuvent être provoqués soit par une augmentation de la vitesse du courant, mais aussi par des phénomènes d'érosion des substrats. Et donc ces flocs, qu'est-ce que c'est? C'est donc un amas flottant, une colonie flottante de cyanobactéries, dont la flottabilité est assurée par la présence de bulles d'oxygène qui vont être issues de la photosynthèse. Et donc lorsque les conditions sont optimales, on va avoir une flottabilité qui peut être assurée jusqu'à plusieurs jours, jusqu'à 4 jours par exemple. C'est ce qu'on observe dans la littérature. Cette flottabilité leur permet donc de se disperser dans la masse d'eau, que ce soit dans les plans d'eau ou dans les cours d'eau. Donc on va avoir une accumulation possible le long de la berge. C'est l'exemple que j'ai mis ici aux États-Unis. Et aussi, dans les cours d'eau, on peut avoir une propagation vers l'aval de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en fonction des caractéristiques de la rivière, en fonction de sa largeur, de la profondeur, des débits. Et bien évidemment, ces proliférations, ces flocs peuvent être chargés en cyanotoxines, donc avoir une dispersion des risques sur des manières longitudinales le long de la rivière. Pour terminer cette partie, donc quelques rappels sur les impacts de ces proliférations. On en a déjà parlé, mais très rapidement. Donc effectivement, on a des impacts sur les usages humains de manière générale, sur les activités de baignade ou d'autres activités récréatives. On a entre autres des nuisances olfactives lors de la dégradation de ces flocs, de ces proliférations de cyanobactéries benthiques. Donc la présence de toxines qui peut être problématique lors des contacts ou de l'ingestion accidentelle par différentes personnes. Et ces toxines, lorsqu'on les retrouve dans la colonne d'eau lors de la dégradation après ces proliférations de cyanobactéries benthiques, peuvent provoquer des problèmes au niveau de la potabilité de l'eau, parce qu'on va avoir souvent des captages d'eau potable au niveau de retenue par exemple, ou sur certains cours d'eau, et donc on a des problèmes de traitement de l'eau qui vont être importants par la suite pour régler ce problème de cyanotoxine. Voilà pour cette première partie. Je vais vous présenter maintenant, relativement rapidement, et encore on a un peu le temps, les résultats liés à notre étude préliminaire sur la distribution spatiale des cyanobactéries benthiques dans nos masses d'eau françaises. Donc c'est une étude qui est menée en collaboration avec Emma, notre stagiaire, qui vous présentera plus de résultats demain pour ceux qui restent parmi vous. En termes de données, nous on a cherché à avoir un point de vue qui était national sur les cyanobactéries benthiques et sur leur présence. Donc pour cela on est reparti des jeux de données existants, et en particulier des jeux de données issus du suivi réglementaire de l'état écologique des cours d'eau dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau. Donc dans le cadre de cette DCE, on va chercher à évaluer l'état écologique des cours d'eau et des plans d'eau de plus de 50 hectares, donc plus de 50 hectares, pas tous les plans d'eau malheureusement.
Et donc, parmi les groupes biologiques qui sont suivis pour cet état écologique, on a les macrophytes, donc les plantes aquatiques. Et parmi les plantes aquatiques, lorsque les cyanobactéries benthiques forment des colonies suffisamment importantes, visibles à l'œil nu, donc macro, on va observer et identifier les cyanobactéries benthiques lors de l'application du protocole de terrain pour identifier les macrophytes. Donc, ce jeu de données issu du suivi réglementaire de ces cours d'eau et plans d'eau nous permet une bonne couverture spatiale et temporelle. On a à peu près 250 plans d'eau et plus de 3000 stations en rivière pour des données qui couvrent à peu près les 20 dernières années. Malheureusement, deux limites à ce jeu de données. On a une identification qui se limite au genre et on a une fréquence temporelle de suivi qui peut être très variable. Pour les plans d'eau, on est à peu près un suivi tous les 6 ans. Pour les cours d'eau, ça peut être un peu plus régulier. Toujours est-il, on n'a pas de résultats toutes les années. Gardez ça à l'esprit. Voilà ce que ça donne par exemple pour les cyanobactéries benthiques en termes d'observation. Donc là, ce que je vous ai mis sur cette figure, c'est le nombre de prélèvements chaque année réalisés dans les plans d'eau en France, donc les plans d'eau de plus de 50 hectares. Et en bleu et en rouge, c'est les plans d'eau où le relevé, on a retrouvé des cyanobactéries benthiques. Ici en bleu, c'est les cyanobactéries benthiques des genres qui ne sont pas connus pour être toxiques. Et en rouge, c'est tous les autres genres qui peuvent produire des toxines, donc potentiellement toxiques. Et ce qu'on observe quand même, c'est que, quelle que soit l'année, donc à peu près 30 plans d'eau suivis chaque année, on a quand même des cyanobactéries benthiques qui sont observées dans près de 50% des prélèvements, quelle que soit l'année, quelle que soit la position en France, et en grande majorité, effectivement, des genres potentiellement toxinogènes, qui peuvent produire des toxines. Il semblerait qu'on ait une augmentation dans le temps, mais c'est surtout marqué parce qu'on a ici au début sans doute un suivi qui était axé plutôt sur des situations de référence, donc moins de cyanobactéries potentiellement observées en début de série temporelle. Pour les cours d'eau, c'est quelque chose à peu près similaire. On a un peu plus d'observations à partir de 2014, mais là j'ai mis l'hypothèse que c'est lié au réseau de suivi des cours d'eau. On a forcément la même fréquence d'échantillonnage en fonction des cours d'eau et de leur situation. Mais dans tous les cas, on a la même observation qu'on a une majorité de genres toxinogènes, potentiellement toxinogènes, et des cyanobactéries observées dans à peu près une grande majorité des prélèvements. C'est ce qu'on observe à l'échelle nationale. Donc là, je vous ai remis la position Emma vous a remis la position des différentes stations au niveau national, que ce soit les plans d'eau ou les cours d'eau. Et ici, on a gommé l'effet temporel, c'est-à-dire que si on a observé une cyanobactérie benthique au cours des 20 dernières années, le point est en rouge ou en bleu si elles ne sont pas toxiques. Et ce qu'on voit, c'est effectivement qu'on a des cyanobactéries partout en France, quelle que soit la région. Pour les cours d'eau, c'est vraiment très marquant. Il n'y aura pas forcément de région avec plus de masse d'eau où il y aurait plus de cyanobactéries benthiques. On a éventuellement quelques situations contrastées. Là, c'est un focus sur les plans d'eau. En termes de proportion des taxons potentiellement toxiques parmi les cyanobactéries et de leur abondance. On a quelques régions qui semblent sortir de l'eau, mais c'est peut-être lié surtout à des régions où on a plus de plans d'eau, tout simplement. Donc là, pas forcément d'effet régional. Toujours est-il des situations très contrastées en termes de richesse et d'abondance. Quels sont les genres qu'on observe? Alors là, ce qui est assez étonnant ou pas, c'est qu'on observe les 5 premiers genres les plus fréquents sont grosso modo les mêmes, que ce soit en plan d'eau ou en cours d'eau. On a Formidium, par exemple, ici une photo d'une colonie. On a Oscillatoria aussi qu'on trouve très très fréquemment, et dans les cours d'eau, on a aussi Nostoc qui forme ces colonies gélatineuses. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a Formidium qui est observé dans presque 60 à 80% des masses d'eau en France. Alors là, j'ai gommé l'effet année, donc c'est sur les 20 dernières années. Donc ça donne l'impression qu'on a beaucoup de cyanobactéries benthiques en France, mais il faut relativiser ces résultats. Parce que donc, même si, effectivement, comme je viens de le dire, on a à peu près une trentaine de genres au niveau national, donc 17 potentiellement toxiques, donc quelques genres que j'ai cités juste auparavant, donc Formidium, Oscillatoria, Lyngia, Tolypotrix et Nostoc. Donc on a une omniprésence des cyanobactéries benthiques, mais en général, ce que j'observe dans nos jeux de données, que ce soit en plan d'eau ou en cours d'eau, c'est une abondance très faible, moins de 1%. C'est-à-dire que, quelles que soient les masses d'eau en France, on va souvent observer au moins une petite colonie de cyanobactéries benthiques quelque part sur la station. Mais ça va être une petite colonie. Les cas de vraie prolifération restent rares. Très rapidement, sur la dynamique temporelle des cyanobactéries, on a pris tous les relevés, on a pris les masses d'eau, on avait au moins 2 relevés dans notre série temporelle, et on a juste fait des calculs de pente pour vérifier si on avait une augmentation ou une diminution de la richesse ou de l'abondance des cyanobactéries. Je vais passer assez rapidement, mais
De manière générale, ce qu'on observe en plan d'eau, c'est quand même plus de pentes positives que de pentes négatives. Donc nos données suggèrent une augmentation dans le temps de la richesse taxonomique des cyanobactéries benthiques dans les plans d'eau, à environ un taxon tous les 10 ans, donc ça reste limité. C'est similaire pour l'abondance, elle semble augmenter, mais la pente est très très faible, donc ça augmente un tout petit peu, mais sans plus. Côté taxon potentiellement toxique, ça a l'air d'aller, pas de tendance significative. Il ne semblerait pas qu'il y ait une augmentation marquée ou pas de la richesse ou de l'abondance. Pour les cours d'eau, la situation est un peu plus contrastée, dans le sens où on observe bien dans le temps une augmentation de la richesse taxonomique des cyanobactéries benthiques, qu'elles soient potentiellement toxiques ou pas dans les cours d'eau, mais l'augmentation est encore plus limitée dans les plans d'eau, on a moins de 1 taxon tous les 20 ans. Par contre, pas de tendance significative pour leur abondance. Ça semble stable dans le temps, à 1% plus ou moins. Donc voilà pour cette présentation. Donc juste pour conclure, donc cyanobactéries, je vais aller très vite, des micro-organismes qui peuvent produire des toxines. Donc on a des risques liés à ces toxines, soit des risques pour les écosystèmes, pour les usages humains, des risques sanitaires. Et donc des proliférations qui vont être associées à des fortes températures, à une eutrophisation des milieux, donc à une forte concentration des nutriments, mais aussi favorisées par la lumière et par la stabilité des courants dans les cours d'eau. C'est un groupe ubiquiste, comme je vous l'ai montré pour les taxons benthiques. On a des taxons qu'on retrouve dans toutes les masses d'eau de France, mais avec des abondances très faibles. Donc omniprésents, mais très faibles. Donc parmi les genres les plus fréquents, ce qu'on peut quand même observer, et il faut faire attention, c'est qu'on a quand même des genres potentiellement toxiques. On a Formidium, on a Oscillatoria, on a Limbia. Et donc, nous, ce qu'on a déjà montré, donc effectivement, c'est une faible augmentation de la fréquence de l'abondance cyanobactéries benthiques au cours du temps, que ce soit en plan d'eau ou en cours d'eau. Donc on peut se poser des questions quant à la toxicité, au risque, aux proliférations et à la formation des flottes. Donc voilà, juste pour faire un peu de pub, on a commencé à mettre en place des projets avec Christophe pour étudier ces proliférations et ces cyanobactéries benthiques, que ce soit en plan d'eau, le projet Caraïbes, dans lequel travaille Emma, ou le projet Cyber qui va commencer l'année prochaine. Voilà pour moi. Merci bien, Albin. On vous invite à s'il y a effectivement des questions ou des commentaires dans la salle, déjà en premier temps. Par là, du coup, oui. Bonjour, merci. Sandra Lagozère de Microbio Environnement. Je voudrais poser une petite question par rapport à cette énorme compilation de données sur des années, vous l'avez dit, etc., basée sur tout ce qui a été accumulé par la directive sur l'eau, cadre sur l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de finalement compiler tout ça, vu que les données ont été générées par différents bureaux d'études, différentes personnes, et qu'on le sait, l'identification des cyanobactéries est parfois compliquée, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu peut-être prendre par groupe de plans d'eau dans une région qui ont été traités par les mêmes organismes, par exemple par Christophe, et de regarder comment ça évolue au cours du temps, plutôt que de compiler? J'ai l'impression qu'on cache un peu des effets qu'on pourrait avoir selon justement les climats localement, etc. Oui, clairement, c'est un des premiers soucis. J'en ai pas reparlé dans cette présentation, effectivement, l'effet humain sur la qualité des données. Même l'augmentation de la richesse dans le temps pourrait être expliquée par une amélioration des compétences taxonomiques des opérateurs. Donc ça, il faut prendre ces données vraiment avec des pincettes. C'était vraiment pour faire un état des lieux. Et clairement, on a des limites là-dessus. Juste pour un titre d'exemple, moi, je trouve dans mon coin, j'ai aussi utilisé les DCE et plusieurs fois sur des petits lacs qui sont dans ce réseau des DCE. Les données donc sont prises une fois par saison, vous savez, 4 fois dans l'année, tous les 6 ans, 4, 5 ans, 6 ans. Et moi, j'ai vu plusieurs fois des câbles, on est passé entre le bloom. On a pris au printemps, on a pris en été, et on n'a même pas vu les cyanos qui ont bloomé entre les deux. Et donc, du coup, en conclusion, dans ce lac, il n'y a pas eu de cyanobactéries. Donc, voilà, mais je comprends. Oui, on est clairement limité par ça, et c'est le souci, c'est aussi d'où l'intérêt aussi de commencer à réfléchir à des projets de suivi vraiment très fins dans le temps. Je pense au projet d'Aurélien qui se cache derrière, qui travaille effectivement sur les temps de Léon, de prendre le temps de faire des suivis très réguliers dans le temps avec les mêmes compétences taxonomiques pour effectivement voir vraiment d'affiner cette compréhension des proliférations benthiques. Nous, clairement, avec notre jeu de données, on est limité, mais on le sait. Mais c'était vraiment dans l'idée de faire cet état des lieux. On a vu par exemple avec Emma qu'on a certains taxons qu'on trouve que dans certains coins en France, comme par hasard, un territoire d'une agence de l'eau. Donc effectivement, on a sans doute un effet de bureau d'études.
Bon, là, pour les principaux taxons les plus fréquents, bon, il n'y a pas trop de soucis. En plus, on reste quand même au niveau du genre. Donc, on gomme quand même un petit effet opérateur. Pas entièrement, il y a quand même des genres qui peuvent être confondus entre eux. Mais on gomme quand même une partie de l'effet opérateur. Pas entièrement. Juste complément à Sandra, c'est que là, ce que tu évoquais, c'était surtout des relevés de phytoplancton, en fait, quand tu dis les 4 campagnes par an, où là, effectivement, on peut assez facilement passer en dehors de la période stricte de bloom. Mais pour ce qui est du benthique, je pense que c'est un peu moins vrai. On a quand même une plus grande pérennité, surtout en plan d'eau, quand c'est installé, il y a moins de risque que ça shift pour repasser à autre chose comme ça, même si ça reste toujours encore à vérifier, mais on peut avoir effectivement ce que tu as évoqué, quand même vrai. Mais, voilà. Oui, bonjour, Pierre-Étienne Pinchard du bureau Aquascientia. Une remarque, c'est vous citez le genre Formidium comme le premier observé dans tous ces suivis. C'est un genre polyphylétique qui est en pleine révision. Donc, moi, je doute que ce soit au moins le premier, parce qu'il y a notamment Sodalinema qui est observé en France, qui n'est pas toxique. Donc voilà, juste cette remarque. Oui, c'est vrai. C'est pas qu'il faut relativiser, c'est qu'il faut remettre les relevés de données à leur niveau. Effectivement, ils sont faits par des bureaux d'études qui cessent de progresser dans les déterminations. Ça ne fait pas un pli. J'étais la semaine dernière à donner une formation justement auprès de labos de l'OFB et d'autres bureaux d'études sur la détermination des algues macroscopiques, dont les cyanobactéries. Et effectivement, on évoque ces problématiques de révision du genre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Formidium, c'est un groupe anciennement énorme avec plein de choses qui ont toutes été explosées en plein d'autres genres, donc c'est encore des choses à réviser. Mais ce qui est intéressant, c'est la vision globale de ces dynamiques. Et juste par rapport à la toxicité, là, c'est difficile, je trouve, de répondre parce que il y a des études qui peuvent être spécifiques ou ont été faites il y a X années sur le genre Formidium, mais du nom qu'on avait à l'époque. Et aujourd'hui, est-ce que ce qui a été reséparé est encore toxique ou est-ce que le nouveau genre Oxynema, par exemple, qui a été séparé de Formidium, est-ce que lui, il est toxique, certifié par culture ou dans des études? Et ça, effectivement, c'est encore un peu plus compliqué. On est d'accord. De ce côté, oui. Lynn. Lynn Fiono du bassin de la Sèvre nantaise. Moi, mes questions, c'est pourquoi ne pas utiliser les données des ARS? Il y a plein de données sur les prises d'eau potable. Nous, on en a en tout cas sur des plans d'eau ou des prises d'eau sur rivière. On sait qu'il y a des données cyano sur ces prises d'eau et elles sont assez fiables en termes d'identification, je pense, vu qu'il est fait. Et ma deuxième question, nous, on fait en tant que structure de bassin versant des prélèvements et des analyses et on se pose pas mal de questions sur comment bancariser tout ça pour que ça puisse être utile à des scientifiques ou autres. Alors, je réponds peut-être pour la première partie. Le truc, c'est que les données d'ARS, on l'avait vu lorsqu'on a fait la révision de l'ouvrage ANSES, avec l'ANSES, pour la partie planctonique et aussi benthique, c'est que le jeu de données, il est encore quand même perfectible. Il y a beaucoup de données qui sont surtout les cas de positifs, mais on a rarement des cas où il y a les vrais négatifs parce que les relevés ne sont pas systématiques, où la fréquence n'est pas forcément suffisante pour qu'on ait tous les cas aussi des négatifs et des positifs vrais. Les déterminations peuvent être très bonnes, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis après, c'est l'accès à cette base de données, elle est un peu moins accessible qu'on peut l'avoir en tout cas pour les relevés DCE qui sont parfaitement publics, qui doivent être publics parce que ce sont des données acquises par les agences de l'eau. En ARS, c'est un peu moins facile d'accès en tout cas. C'est un fait, je n'ai pas peut-être des gestes pour compléter après, mais moi c'est un fait, quand on va avoir ces données, c'est un peu plus compliqué. Voilà, après tu évoques le problème de la bancarisation. Là, je pense que ça peut être un problème, une question qui pourrait être réévoquée en discussion dans la journée. C'est effectivement une vraie question de comment bancariser ça correctement pour que ce soit utilisable, partageable et finalement au bénéfice de la collectivité que nous sommes entre autres ici. Oui, tout à fait. En termes de bancarisation, je peux aussi compléter parce qu'on a des exemples côté ministère et OFB où ils ont monté un groupe de travail pour la bancarisation des données thermiques de tous les milieux aquatiques en France. Donc là, il y a des réflexions qui sont en cours là-dessus, justement pour récupérer les données, les bancariser, les normaliser, essayer d'avoir quelque chose qui soit correct. Mais je rebondis sur ce que disait Christophe, et effectivement, c'est des discussions à avoir aujourd'hui, je pense, effectivement, sur la bancarisation de ces données pour avoir une idée de ce qui se passe en France, parce qu'au final, clairement, on a des jeux de données partout, comme celui de l'ARS, comme tu disais, ou les jeux de données DCE, voire d'autres données liées au syndicat, on va avoir des exemples aujourd'hui. Donc,
je pense qu'un des objectifs de la journée, c'est effectivement de faire du lien et effectivement de réfléchir à comment réussir à consolider nos connaissances et acquis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques dans la salle? Non, pour l'instant. Émilie, je ne sais pas si tu as des remarques ou des points en ligne. Il y avait une question. Donc le problème d'identification des formidiums a été évoqué, mais tu as répondu. Et une personne demande s'il y a des cartes ou des stats sur les phénomènes de bloom sur les cours d'eau en comparaison avec ce qu'on peut retrouver dans les plans d'eau. Oui, en parlant de benthiques. Alors j'étais en train de répondre que dans les plans d'eau, c'était surtout les planctoniques qui étaient suivis et quasiment jamais les benthiques. Donc je pense que sa question, c'était en parlant de benthiques. Pour les cours d'eau, j'ai fait quelques statistiques hier et effectivement, on observe quelques proliférations de benthiques, mais ça reste très limité. Sur les données DCE qu'on a sous le coude, j'ai regardé hier, on a à peu près 8000 prélèvements, on a des cyanobactéries benthiques, et j'ai seulement une centaine de cas où j'ai plus de 10% de recouvrement du fond de la station par des cyanobactéries benthiques. Donc ça reste quand même très très limité, on a moins de 1% des cas, on a des proliférations benthiques, je pense. Voilà, le cas des benthiques en plan d'eau, c'est, pour la petite histoire, chez Ranhof, si je puis dire, moi quand j'ai cherché à constituer le programme de la journée et donc avoir des présentations, j'avais facilement des choses ou des retours d'expérience venant de cours d'eau, mais pour avoir des gens concernés par la problématique benthique en plan d'eau, en général les gens me disent « Ah oui, nous on a des problèmes de cyano », et puis dès qu'on commence à discuter, je dis, au final c'est du planctonique. Parce que c'est vraiment le parent pauvre en plan d'eau, planctonique benthique, c'est la chose encore pas très peu suivie, voire pas connue ou ignorée dans certains cas. Pour avoir raison, après ça c'est une autre question, mais en tout cas il n'y a en général pas d'infos, ce qui est un peu... Ouais, je pose question en tout cas. Est-ce que tu as d'autres retours ou remarques? Certaines personnes arrivent à voir les benthiques en plan d'eau avec des sondes, mais en fait, ça passe plus inaperçu. Après, peut-être quand les flocs se détachent, c'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à les voir. C'est là qu'on va les retrouver, effectivement. Ah si. Guillaume Edrel de l'OFB, Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine. Juste une remarque ou une interrogation par rapport justement à ces benthiques. Est-ce que vous avez regardé dans les listes diatomées? Est-ce qu'on peut en avoir qui apparaissent? Donc là, tu as parlé surtout des IDMR ou IDML, mais éventuellement dans les listes diatomées. J'ai le jeu de données, donc je regarderai. Notamment comme sur les plans d'eau, on fait des IBD. Celui-là, je ne l'ai pas. Pas d'autres questions, remarques? Eh bien, du coup, merci encore, Albin.